Économiste de formation, il a fait ses études entre le Congo et la France. Dans différentes structures de la place, Wilfried Kivuvu a été directeur général, administrateur général, conseiller financier, bref. Ce matin, il est l'invité de 7 heures en sa qualité de président d'un mouvement politique, La Conscience Libre. L'invité de 7 heures, Wilfried Kivuvu. Wilfried Kivuvu, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Je rappelle que vous êtes président d'un mouvement politique, La Conscience Libre, c'est bien cela? C'est exactement ça. L'actualité nationale, c'est le dialogue qui s'est tenu à Sibiti. Avez-vous pris part à cette rencontre? Non, on n'y a pas été. Alors, pourquoi? On n'a pas participé à ce dialogue parce que, un, nous n'avions pas reçu d'invitation formelle. Deux, j'aurais pu commencer par celui-là. Nous avons noté un certain nombre de dysfonctionnements et qui laissaient craindre que les conclusions de ce dialogue ne servent pas à grand-chose, comme cela a été le cas, par exemple, pour Evo comme Delizy. Et hélas, et nous le regrettons, que ce dialogue n'ait pas été l'occasion de dégager un vrai consensus sur les questions essentielles qui nous préoccupent en ce moment. On a pourtant parlé de consensus à Sibiti. Oui, il y a un consensus entre ceux qui ont participé au dialogue. Mais vous savez très bien, et ceci n'échappe à personne, que tout le monde n'y a pas été. Et parmi Vous aurez aimé participer à cette rencontre de Sibiti? Ah bien, nous souhaitions participer à un dialogue au cours duquel on serait amené à discuter sur les questions essentielles, je le répète, comme je le disais à l'instant. Hélas, c'est encore une occasion ratée de notre point de vue. Ceci dit, Sibiti a existé, nous en prenons acte. Tout de même, les résultats vous satisfont? Les conclusions de ce dialogue? Je ne me pose pas la question de cette façon, parce que de mon point de vue, les résultats du dialogue peuvent être considérés comme de bonnes intentions. Dès l'instant où l'article 9 du décret portant modalité d'organisation des élections stipule que les conclusions de ce dialogue seront transmises au président de la République pour suite à donner. Donc personne ne saurait dire aujourd'hui qu'est-ce qui serait appliqué, qu'est-ce qui ne le serait pas. Mais a priori, s'il fallait envoyer pour le président de la République dans une localité du pays pour aller constater simplement sur le point relatif à la gouvernance électorale que Evo et Delizy n'ont pas pu être appliqués et qu'il fallait y revenir, je trouve qu'à ce moment-là, qu'on a perdu du temps. On aurait simplement appliqué Delizy et Evo. Sur la deuxième question, que nous ne souhaitions pas forcément voir être inscrite à l'ordre du jour, mais le débat, il existe. Et il faut constater, par exemple, que Sibiti n'a pas pu dégager un consensus sur la question. Ce qui confirme le fait que c'est une question délicate et qui clive le pays. De ce point de vue, nous pensons, et c'est la position que nous avions eue avant comme après ce dialogue de Sibiti, nous pensons que cette question n'est pas utile aujourd'hui et que le président de la République devrait y renoncer. Pourtant, c'est une question qui déchaîne les passions. C'est une question, le président de la République l'a rappelé à l'occasion des consultations qu'il organisait, qu'il a initiées. Tous les participants à ces consultations, en fait la majorité, sont revenus. Ces participants sont revenus sur la question de la Constitution. On sent que la question passionne tant les politiciens et leur état-major politique. Oui, mais c'est normal justement parce qu'elle pose des questions extrêmement délicate, voire même dangereuse. Au fond, à la base de cette question, quel est le problème? Le problème, c'est celui de l'avenir du président de la République après 2016. Il faut qu'on se dise les choses clairement pour que... Et le président de la République, s'il a l'élégance de nous servir une leçon de démocratie, de culture démocratique, il peut arrêter net ces discussions, parce qu'il s'agit de savoir si, oui ou non, le président de la République souhaite continuer au-delà de 2016. Et cela pose problème dans le contexte de la Constitution actuelle qui verrouille notamment les dispositions sur le nombre de mandats.
Alors, faut-il vraiment plonger tout un pays dans une crise pour la survie politique d'un homme, fut-il le président de la République? Nous pensons que après 14 ans d'exercice du pouvoir, plus les 5 ans de transition, et puis sachant qu'il est là depuis 1979, vouloir instrumentaliser, c'est une question aussi délicate en cela qu'elle passionne les acteurs politiques d'opposition, de pouvoir, la société civile, etc. Je pense qu'il est temps d'arrêter le conseil que nous faisons depuis quelques années. Depuis que ce débat a été officiellement Le lancé. président n'a jamais dit qu'il veut se présenter. Il n'a jamais dit, hein, le président. Nous savons que le fond du problème est celui-là. Personne n'est dupe. Mais en même temps, si vous vous souvenez, les premières déclarations faites par le président de l'Assemblée et le ministre de la Réforme foncière, je crois, c'était clairement de dire qu'il faut changer cette constitution parce que le président de la République travaille bien. C'est ce qu'eux ils pensent, ce n'est pas ce que le président pense. Le peuple aussi pense autre chose. Et qu'ils nous le disent à ce moment-là, qu'ils disent simplement qu'il a respecté. Mais je pense quand même, parce que nous sommes là dans ce ping-pong, dans ce débat où on se jette en permanence que oui, constitution, faut-il la changer, est-ce que c'est pour le président ou pas? Ce que nous notons, nous constatons aujourd'hui, tout le monde peut en arriver à la même conclusion. C'est que cette question est dangereuse, elle clive le pays, elle divise, elle est d'ailleurs en train d'installer le pays dans une crise inutilement. Est-ce qu'il y a vraiment urgence aujourd'hui à changer la forme des institutions? Alors, faisons-le dans le cadre du mécanisme réglementaire ou constitutionnel qui touche à la révision, enfin qui prévoit les mécanismes de la révision. Si c'est le cas, ça n'aurait pas déclenché autant de passions. Ça déclenche des passions parce qu'on en arrive à vouloir changer une constitution et la raison fondamentale, il faut qu'on se dise les choses clairement, c'est celle que je venais d'évoquer ici. Le président de la République a l'occasion, d'ici quelques 2-3 semaines je crois, lors de son discours devant le Parlement réuni en Congrès, qui en fait est le tout dernier discours qu'il aura l'honneur de prononcer devant le Parlement sur l'état de la nation, je pense que le moment est venu de mettre un terme à tout ça. Tout le monde commence à s'inquiéter. Et vous voyez même que la communauté internationale s'invite dans ce genre de débat pour lancer des dictats ou des recommandations comme quoi ils n'acceptent pas que les présidents... C'est ce que certains membres du PCT appellent de l'ingérence. Mais on va aller du côté du Rwanda, par exemple. Le peuple a décidé de ce que le président Kagame continue à travailler pour son pays, malgré ce que la Constitution... Ça ne change rien à ma conviction que lorsqu'on est un démocrate, j'allais dire accompli, que même si c'est un peuple qui vous le réclame, il faut avoir l'élégance de partir. Il faut savoir partir. Il faut marcher sur la décision du peuple. Mais quelle décision du peuple? Le peuple n'a-t-il pas élu un président de la République, sachant que le nombre de mandats était limité? Pourquoi le peuple n'a-t-il pas refusé de voter une constitution qui limitait? La limitation du nombre de mandats fait partie des exigences démocratiques de notre époque. Parce que souvenez-vous que nous sortons des régimes souvent dictatoriaux qui trébuchent sur plusieurs années. Et avec l'avènement des courants démocratiques, la plupart des constitutions en Afrique ont adopté cette disposition pour justement permettre que l'alternance se fasse. L'alternance n'est pas une mauvaise chose. Je pense qu'elle est peut-être la meilleure expérience, la plus belle expérience qui soit pour aider les peuples en formation, les peuples africains en formation, à vivre d'une certaine manière leur altérité. Pourquoi veut-on empêcher la possibilité que demain, un autre dirigeant, une autre équipe arrive au pouvoir et apporte sa contribution, peut-être avec de nouvelles idées, peut-être avec une meilleure dynamique? Qu'est-ce qui nous garantit le fait qu'avec un dirigeant, en restant 30 ans, qu'on aura réglé tous nos problèmes? Non. Qu'on ait bien travaillé ou pas, l'élégance veut, pour un démocrate, si le président de la République, si le président se souhaite un démocrate sincère, et l'histoire le montre, au Ghana ça se fait, de plus en plus au Bénin aussi, il devrait simplement tirer sa révérence. Ça s'est fait en 90 aussi, à Brazzaville. Et tant mieux qu'il le refasse aujourd'hui, parce que c'est pas moi, ce n'est pas monsieur Y ou monsieur Z qui le lui demande. C'est une constitution qui plus est, serait la résultante d'une somme d'expériences dont le président de la République actuelle
est l'un des principaux acteurs. Vous le savez, depuis 40 ans qu'il roule sa bosse dans la vie politique nationale. Et je pense qu'à ce moment-là, s'il avait estimé qu'on avait besoin d'avoir des dirigeants qui restent au pouvoir à vie, il n'aurait pas accepté d'insérer cette proposition-là dans le projet, à l'époque c'était encore un projet, de 2002. En le faisant, je crois qu'il le faisait en connaissance de cause, parce qu'il tirait les leçons de sa propre expérience, je pense. Il faut qu'on respecte les règles, c'est un minimum. Je crois qu'il n'y a pas de péril dans la demeure. Le départ du président actuel à la retraite n'arrêterait pas le fonctionnement ni des institutions, ni de l'État en général, ni de la société. Au contraire, je pense foncièrement les gens veulent que le pays se renouvelle, sans forcément qu'on ait des choses à reprocher au président. Mais il est clair que le jeu démocratique, de toute façon il n'y a pas de démocratie sans les alternances. Je n'en ai pas vu. Ça n'existe nulle part. Démocratie, alternance. Entre-temps, on dira gouvernance électorale. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait du consensus dégagé sur cette question en CBT? Moi, je ne me pose pas la question en termes de... Les questions ont été abordées, ces questions sur la fiabilité des listes électorales, sur le découpage électoral, sur le bulletin unique, etc. Ce sont des recommandations, comme vous le dites, vraiment depuis les dialogues de Brazzaville d'ailleurs. Ensuite, Evo, et puis de l'USI. Jamais appliqué. Donc, la vraie question aujourd'hui, si on veut avancer sur la question, c'est quelles sont les garanties de l'application de ces décisions, de ces résolutions qui ont été faites. Sachant par ailleurs, je l'ai dit encore au début, que ces conclusions vont être transmises au président pour suite à donner. Donc il n'y a aucune garantie de ce que ça va être appliqué ou non. Deuxième chose, c'est que ce sont des questions qui relèvent d'une loi. Et la loi va passer par un circuit. On sait comment une loi arrive par du gouvernement jusqu'à son adoption. Sur l'ensemble du circuit, elle peut connaître une série de modifications. Ce qui fait qu'au final, à l'arrivée, on peut se retrouver exactement avec une loi qui ne correspond pas aux résolutions prises à l'OII. Au CBT, encore à Evo, c'est la même rengaine. Voilà la question aujourd'hui. Quelles sont les garanties ou les dispositions que le président de la République prend aujourd'hui, à partir de maintenant, pour que toutes ces résolutions soient appliquées telles que souhaitées et dans l'intérêt de la nation. Je ne le fais pas pour créer des difficultés ou encore régler des comptes à qui que ce soit. Cela peut se faire, doit se faire dans l'intérêt de la nation. Quelles sont les dispositions qui sont prises aujourd'hui pour garantir la mise en application de ces dispositions, de ces préconisations? Ça reste à voir. D'accord. Alors, je disais il y a quelques instants que l'actualité internationale, c'est le dialogue. Mais juste avant l'ouverture de ce dialogue à CBT, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a été reçu par son homologue François Hollande à Paris en France, à l'Élysée. Un commentaire là-dessus? Aucun commentaire. Un président de la République de notre pays qui est reçu par le président de la République française, sachant que la France a des relations, d'ailleurs c'est ce qui ressort des déclarations du président de la République lorsqu'il rentre de cette visite officielle, que nos relations avec la France étaient au beau fixe. Donc c'est un exercice normal, classique, où les chefs d'État peuvent se retrouver pour parler des questions d'intérêt qui intéressent les deux pays. Je ne vois pas en quoi cette visite aurait eu je sais pas. Alors je pose la question expressément parce que partie des opposants congolais s'appuyaient sur François Hollande. Ils prenaient François Hollande et semble-t-il qu'à la sortie de la réception, donc Denis Sassou Nguesso, le président de la République, en sortant de cette audience, reçu donc par François Hollande, cela a semblé décevoir les opposants, certains opposants qui croyaient en Hollande. Je n'ai pas trop compris ce qui se passe réellement. Alors comment ça, les opposants croiraient en M. Hollande? Parce on lit les opposants, on les suit, on écoute leurs déclarations, on les lit sur les réseaux sociaux.
Alors, je vais vous aider parce que je crois que vous ne posez pas directement la question. Si la question est de savoir que ce que M. Hollande aurait dit à M. Sassou pour qu'il quitte le pouvoir, parce que c'est ça la question. Non, ce n'est Depuis pas un ça la moment, on question. pense que la France s'implique sur ces questions-là. On a entendu le discours de François Hollande à Dakar. Il a répété un certain nombre de principes à Cotonou récemment. C'est toutes ces spéculations qui donnaient un caractère assez lourd à cette visite officielle du président Sassou il y a quelques semaines à Paris. Mais je vais vous dire, moi je suis de la génération, je crois, d'Africains qui pensent que la France n'a pas de leçon à nous dicter sur la conduite de nos États. Pourtant, les opposants comptaient bien sur Hollande. Et je ne suis pas sûr que l'opposition ait fait une déclaration officielle pour attendre de François Hollande de dicter une ligne de conduite. Pourquoi est-ce que les dirigeants, enfin, les dirigeants occidentaux d'ailleurs, arrivent parfois à s'impliquer ou à vouloir s'intéresser à nos affaires? Mais parce que quelquefois nous faisons montre d'une certaine immaturité ou d'irresponsabilité. Si on règle la question normalement, conformément aux dispositions, aux règles établies, je ne vois pas pourquoi un pays étranger ou un chef d'État, fût-il président de la France, viendrait s'immiscer à nos problèmes. Mais ils sont quelquefois amenés à intervenir, et quelquefois bizarrement, et les dirigeants et les opposants, ça doit exister, espèrent parfois que la France intervienne sur nos problèmes, mais parce que, vous voyez, la Centrafrique, la France est obligée d'intervenir pour venir éteindre le feu. Les Centrafricains l'ont allumé, c'est la France qui vient, en tenant compte du fait qu'évidemment ils ont des intérêts là-bas. Avec l'aide du Congo aussi, hein, à éteindre ce feu. Oui, mais ce sont des détails. Mais je veux dire que la France n'a pas normalement de leçons à nous faire. Et ça le serait davantage si les Congolais se montrent responsables dans la résolution de nos problèmes. Et si on se montre irresponsable, et si on pense que... Je ne crois pas qu'il y ait une nostalgie de l'époque où on était encore une colonie française. Et il y a peut-être quelques déformations d'État, quelque part, mais moi je considère que, oui, il y a des conseils. On a entendu M. Hollande dire qu'il ne souhaitait pas, qu'il proposait, qu'il estimait que les chefs d'État vont respecter voilà, un conseil d'amis quand il va dans le bon sens. Écoutez, on peut... Que le même Hollande aussi dit que les institutions peuvent voler, sur un consensus par exemple, c'est possible, des réformes. C'est tout à fait possible, dans l'histoire ça se vérifie, ce n'est pas nouveau ici. Moi, il ne faut pas se mentir sur ces questions-là. Une constitution, on a vu après la conférence nationale qu'on a changé un ordre. Et c'est parce qu'il y avait un cadre qui a dégagé un consensus dans ce sens. Il se trouve aujourd'hui, puisque vous revenez en parlant sur cet aspect-là, aujourd'hui il n'y a pas de consensus. Et le pays est en train de souffrir déjà. Un référendum s'impose. Non, il ne s'impose pas à partir du moment où... Puisqu'il n'y a pas de consensus. C'est un sujet qui comporte des germes d'une implosion. C'est un débat démocratique. Pourquoi toujours parler implosion? Pourquoi toujours faire traîner une épée de Damoclès sur la tête des Congolais? Je fais des constats. Il ne faut pas qu'on fasse semblant de ne pas voir la réalité. La réalité dans ce pays, tous les acteurs, tous ceux qui y habitent savent. Pourquoi ça a explosé au Burkina Faso? Pourquoi ça a explosé en RDC sur les mêmes questions? Pourquoi ça... Écoutez, ce qui se passe au Burundi. Ça n'a pas explosé au Rwanda? Ça n'explose pas encore parce que le problème vient d'être posé. Attendons de voir. Mais ça explose parce que justement, il y a des questions qui peuvent menacer gravement l'unité nationale. Et le président de la République, article 56 du titre 4 de la Constitution, est garant de l'unité nationale. Quand l'unité nationale est menacée, le meilleur service qu'il peut rendre à lui-même et à l'ensemble de la nation, c'est d'éteindre, c'est de laisser tomber. D'accord. L'issue du dialogue aujourd'hui, on voit. Comment vous regardez l'après-dialogue en tant que président de la conscience libre? Pour nous, le sujet, à partir du moment où le président rentre dans la dernière année, puisqu'il nous reste à peu près un an, tout cassé, de la fin de son ultime mandat, c'est en principe commencer à faire le bilan de son action.
C'est le sujet qui doit nous préoccuper aujourd'hui, qui doit nous préoccuper. Vous, en Et tant nous que président d'un parti, nous nous organisons pour vous que ce pensez débat simplement ait lieu. Parce que c'est nécessaire de tirer les leçons. Il y a eu un gouvernement qui a mis en œuvre une politique, qui a engagé des ressources, qui a réalisé ou ne pas réalisé un certain nombre de choses. Il est temps maintenant de faire le point. C'est une évidence. Et le deuxième volet, sur ce qu'il nous faut faire maintenant, et on s'organise en conséquence là-dessus, c'est qu'il faut qu'on travaille, qu'on commence à travailler sur les projets, sur l'avenir. Le gouvernement actuel va peut-être sortir si jamais il perdait l'élection de 2016. Bien sûr, sans le président actuel, puisque de toute façon, il ne pourra pas concourir. Il faut que ceux qui ont des projets pour le Congo commencent à en parler. On en parlera comme à 2 mois, à 3 mois, à quelques semaines. Donc, vous êtes là en tant que président de votre parti, vous ne parlez pas de vos projets. Certainement, s'il y a un gouvernement comme on dit, d'union nationale, dans quelques jours, peut-être que vous pourrez aussi intégrer... Si vous m'avez posé des questions sur les projets ou la réflexion, comment est-ce que nous pensons le Congo, comment est-ce que nous souhaitions voir le Congo évoluer à court, à moyen, à long terme, je vous aurais répondu. Nous avons déjà à ce sujet, sur plusieurs aspects, réfléchi et publié. Nous avons fait des émissions, d'ailleurs quelques émissions, c'est assez rare, mais nous avons une réflexion qui se poursuit, parce qu'après il va falloir consolider un certain nombre de choses, d'où la nécessité ou l'intérêt de faire ce débat sur le bilan de l'actuelle gouvernance. Le gouvernement d'union nationale, vous m'avez dit, pour quel intérêt? Le président de la République est élu, on n'a pas fait le constat d'une crise dans le pays, pourquoi faire... Après un dialogue comme celui de Sibiti, on peut toujours... Un dialogue qui n'a vraiment pas tenu ses promesses, je vous le dis. Parce qu'il n'a pas dégagé... Ça, c'est ce que vous pensez, mais c'est pas tout ce que les autres pensent. Il n'a pas dégagé son consensus large. Les amis de l'opposition, Kenyombe Kiambongo, Nick Fila, etc., on pensait que c'était une version contraire de ce que vous pensiez. Non, mais s'il veut rentrer au gouvernement, il n'a qu'à le dire. Non, ça ne vous tente pas d'entrer au gouvernement? Et pourquoi y faire? Vous êtes un Congolais? Non, mais moi, je me suis engagé... Vous êtes un républicain? Je me suis engagé en politique, pas pour profiter des opportunités, je veux dire, d'être opportuniste, non. Ceux qui sont dans les gouvernements sont des opportunistes? Je ne participe à une action, je ne m'engage à quelque chose que dans la mesure où ça correspond à soit un impératif, soit à un compromis. Quel est le compromis aujourd'hui? Quelle est l'exigence? Quelle est la contrainte qui ferait que l'opposition aille siéger au gouvernement? Quel est le problème que l'on veut régler? C'est simplement ça. Quel est le problème que l'on veut régler qui nécessite l'entrée au gouvernement? Le gouvernement ne devait pas être l'apanage simplement de la majorité. Dans le gouvernement, nous avons Nari qui est de l'opposition. Nous avons... Voilà. Et puis, la République a besoin de toutes ses forces. Oui, non, mais ça fait partie des confusions, évidemment, qui ne permettent pas aujourd'hui de clarifier le débat politique. Il ne s'agit pas de dire que je suis opposant et qu'on le devient, et qu'on l'est. Après, il faut savoir quelles sont les lignes de démarcation. Qu'est-ce que ces opposants-là que vous citez font dans un gouvernement? Ils servent la République, non? Très bien. À ce moment-là, ils sont au pouvoir. C'est aussi simple, on peut assumer simplement le fait d'être au pouvoir. Donc demain, s'il n'arrivait qu'en 2016, vous êtes élu président, donc vous travaillerez seul, sans ce... Je vous l'ai expliqué tout à l'heure que si des circonstances, s'il y a une raison particulière, s'il y a une crise qui oblige que les partis, opposition, pouvoir parfois, jusqu'à élargir à la société civile, une situation particulière qui nécessite que les forces se mettent ensemble pour gouverner l'État pendant un moment, ça se justifierait. La question que je repose aujourd'hui, quel est le problème? Quelle est la justification? Quel est l'intérêt d'aller vers un gouvernement d'union nationale? Est-ce qu'on n'est pas censé travailler ensemble, qu'on soit de l'opposition, qu'on soit de la majorité? On est des Congolais. On sert la République, on ne sert pas l'opposition, on ne sert pas la majorité présidentielle. Moi, je suis d'accord avec vous, mais on sert le pays, on sert les intérêts nationaux en faisant de l'opposition. C'est une fonction essentielle dans une démocratie. C'est peut-être la chose la plus extraordinaire qu'on ait pu... c'est l'une des meilleures trouvailles dans le processus d'organisation des régimes démocratiques. Faire de l'opposition, ce n'est pas
empêcher l'État de fonctionner. C'est au contraire l'un des moyens de faire fonctionner l'État, de créer les conditions pour que l'État, ceux qui ont la gestion, la responsabilité de la gestion des affaires publiques, regardent aussi se regardent dans le miroir, parce que l'opposition sert à améliorer, sert à corriger, sert à alerter. Donc ça n'est pas une mauvaise chose. Si la démocratie ou les démocraties modernes on constitue, il y en a même qui vont jusqu'à vouloir créer des statuts officiels particuliers pour les oppositions, ça veut dire que c'est utile pour la démocratie. Vouloir tuer l'existence d'une opposition, c'est le mauvais service qu'on peut rendre à une démocratie, notamment la nôtre. En d'autres termes, les Congolais doivent retenir que l'opposition, les membres de l'opposition ne devraient jamais participer ou être membre d'un gouvernement. J'ai l'impression que vous ne m'avez pas suivi. Ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, quelle est la justification? Parce que si toute l'opposition venait à intégrer le gouvernement, c'est ce que le président de la République leur est demandé. Pas toute opposition, quand même. Mais, quand vous parlez d'opposition, moi je crois qu'il ne peut pas y avoir plusieurs oppositions dans un pays. Il y a une opposition c'est fait pour s'opposer. Il ne faut pas qu'on fabrique des histoires. D'accord. Une opposition, ça s'oppose. Une opposition, ça ne caresse pas un pouvoir dans le sens du poil. Mais en s'opposant, c'est une forme de contribution pour améliorer les choses. Pour mettre un petit peu de pression par moment, mais pour mettre, si vous voulez, en alerte le gouvernement. Et puis pour assurer l'alternance. Si vous êtes tous en train de participer à une action qui va, à ce moment-là, vouloir se détacher. Je ne peux pas comprendre que des ministres, des partis politiques, des structures qui se réclament de l'opposition, du centre, je ne sais d'où, qui participent aujourd'hui à l'action du gouvernement du président Sassou, qu'en 2016, commencent à réclamer un droit d'inventaire. Ça ne peut pas. Ils sont comptables du bilan. Et s'il est positif, figurez-vous qu'ils vont le revendiquer. S'il n'est pas positif, vous allez les voir s'agiter partout pour dire que M. Sassou a échoué. Si M. Sassou a échoué, il échouera avec ceux qui se prétendent être de l'opposition, qui participent au gouvernement actuel. En parlant de 2016, clair. En parlant d'alternance, vous êtes prêt pour l'alternance? Ah si, c'est pour l'alternance, être candidat. Bien entendu. Candidat en 2016? Alors écoutez, c'est une question, vous savez, quand on veut être candidat, ça veut dire qu'on prétend aller prendre la responsabilité de la gestion de l'État. Il y a des questions qui agitent le pays. Je crois que les Congolais ne sont pas suffisamment aujourd'hui prêts à suivre. Mais figurez-vous, et je peux vous rassurer, il y a des téléspectateurs qui nous regardent, que nous travaillons depuis plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, à ce que notre ambition, notre objectif, c'est pour mettre en œuvre tout ce que nous croyons être bien, important et utile pour le pays, d'aller à la conquête de ce pouvoir. 2016, vous serez candidat? Ah mais 2016, nous nous y préparons. Au cas où ça marche, vous travaillerez seul, sans? Je n'ai pas dit ça. Moi, je souhaite simplement qu'en 2016, si l'élection si vous êtes élu président, est transparente, que j'étais, puisque vous insistez sur cette hypothèse, il n'y a pas de raison aujourd'hui s'il y a. Je vais vous dire. Le Parti congolais du travail aujourd'hui est majoritaire à l'Assemblée. Et d'ailleurs, c'est l'un des arguments qui a été agité à un moment donné, que le nouveau président, s'il sort de l'opposition, n'aurait pas une majorité pour gouverner. Bon, ce qui n'est pas en principe un problème, parce qu'on a voulu faire peur pour rien. Ça veut dire que le président de la République, qui sera élu en 2016, va devoir cohabiter avec une majorité du Parti congolais du travail. Pendant au moins, je ne sais pas, un an, jusqu'à aux élections législatives de 2017. Il y a nécessairement des discussions, des consensus, des compromis à dégager. Sauf si cette majorité, si cela arrivait malheureusement, voudrait bloquer l'action du nouveau président, qu'il soit par exemple amené sur certaines matières à légiférer par ordonnance, etc. Tous ces mécanismes sont prévus. Mais a priori, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'un président élu va avoir peur de diriger le pays. Il va certainement gagner dans le cadre d'une coalition. Ce n'est pas suffisant pour dégager suffisamment de compétences, gérer normalement le pays, et que les autres fassent l'opposition, comme nous le faisons aujourd'hui, pour aider le gouvernement qui sera en place cette fois-là à faire attention, à mieux regarder, à mieux se regarder, à faire... Non, moi je pense qu'il faut cesser de poser le principe de l'opposition comme un frein
comme une difficulté, comme une contrainte inutile. L'opposition est utile. Et je pense que c'est chaque fois une erreur de vouloir imaginer que quand on gouverne, il faut gouverner avec tout le monde. À ce moment-là, il faut inventer un autre modèle d'organisation, de gestion politique de l'État, où il n'y aurait plus d'opposition, ce qui n'est pas notre vision, notre regard sur cette question de la gestion des institutions publiques. Une dernière question, Wilfried Kivuvu. Je rappelle que vous êtes président du mouvement La Conscience Libre. Le Congo, l'actualité au Congo, c'est le FESPAM qui a été organisé du 18 au 25 juillet. L'actualité, ce sont les Jeux africains. Un commentaire là-dessus? Oh non, mais le fait de savoir déjà que le FESPAM à sa 10e édition, que cette édition correspond au 20e anniversaire, donc puisque là, c'est une activité qui a lieu tous les 2 ans, montre que le Congo tient ses promesses vis-à-vis de l'Union africaine et dans le cadre de la gestion et de l'organisation de cette activité, moi je m'en félicite. Les Jeux africains approchent, ce qui s'entend, qui se dit, la commission d'organisation a suffisamment communiqué ces derniers temps pour nous faire comprendre que toutes les dispositions étaient prises et que tout était fait pour que ce soit une réussite, nous le souhaitons. Mais vous allez me faire peut-être le reproche de vouloir politiser l'affaire. Je pense que tout ça se fait déjà dans le cadre du FESPAM et ce sera dans quelques semaines le cas pour les Jeux africains. Tout cela se passerait dans les meilleures conditions s'il n'y a pas d'agitation politique. Et je crois que tous les acteurs devraient travailler dans ce sens. Faire qu'aucune décision ne soit prise qui soit de nature à perturber ce genre de rendez-vous. Des rendez-vous au cours desquels le monde entier nous regarde. Et moi je suis fier de savoir que nous allons recevoir les Jeux africains qui sont nés dans notre pays et qui reviennent 50 ans plus tard. C'est l'occasion jamais de montrer que le peuple congolais aussi a grandi. Et que le peuple congolais est uni. Le peuple congolais est uni. Moi, je ne me pose pas toujours la question de ce point de vue-là, parce que ça dépend qu'est-ce que vous mettez derrière le terme d'unité. Le peuple congolais est uni, mais l'unité, ça se construit tous les jours. Il suffit parfois d'un rien pour que tout ça soit mis en pièces détachées. Merci, Président Wilfried Kivuvu. Je retiens simplement que l'unité se construit tous les jours. Absolument. Merci.